Bonjour à tous, je vais vous présenter les principaux résultats de l'étude menée sur le commerce intra-européen des viandes et des produits du porc. Alors, le suivi des échanges internationaux constitue un enjeu essentiel pour aider à la compréhension du marché du porc. Au fil des ans, le commerce mondial s'est développé en lien avec la mondialisation, l'élaboration des chaînes logistiques performantes et la nécessité pour les filières agricoles de capter de la valeur sur les marchés extérieurs. Les flux commerciaux pour le porc sont stimulés depuis de nombreuses années par les déséquilibres offre-demande, en particulier en Asie, mais aussi au sein de la zone intracommunautaire. L'UE, c'est une zone excédentaire en viande porcine et elle est de plus en plus dépendante à ces déséquilibres. Le commerce extérieur des produits du porc sur l'ensemble de la zone intracommunautaire représente un peu plus d'un tiers de la production de cette zone. Donc face à cette importance du commerce européen, l'objectif de l'étude était justement de préciser les caractéristiques en termes de volume, de valeur et de typologie des produits échangés. L'analyse, elle porte sur les 20 dernières années afin de dresser les grandes tendances, mais une attention particulière a été apportée aux événements récents qui ont pu bouleverser ces tendances, et notamment la FPA, la Covid-19 ou encore le Brexit. Pour ce faire, l'IFIP a mis en place un observatoire pour suivre de manière régulière les évolutions du commerce mondial. Donc, cette analyse a pu être réalisée grâce à la collecte des données douanières publiées par Eurostat pour les codes concernant les viandes, les produits de charcuterie, les lards ou encore les abats issus du porc. À l'échelle européenne, les flux sont déclarés selon la nomenclature combinée à 8 chiffres. Ces 8 positions permettent d'analyser les flux de pièces de part et d'autre de l'Union européenne, mais elles limitent aussi la finesse de l'analyse, car un même code peut regrouper des produits aux caractéristiques techniques et de qualité diverses. Les données étudiées couvrent un historique plutôt large, celui de la période 2000-2020, et les échanges commerciaux étant exprimés à la fois en volume et en valeur, on a pu réaliser une analyse sur le prix moyen des produits via un simple ratio entre la valeur et les volumes. Et l'utilisation de ce prix moyen ne correspond pas à un prix réel des transactions, mais il permet quand même d'observer des grandes tendances. Et dans le cadre des produits du porc, on considère que les données d'exportation sont un peu plus précises et fiables que les données d'importation. C'est pourquoi quand on étudie les importations, on étudie les données miroirs, c'est-à-dire les déclarations d'exportation d'un fournisseur. Alors le commerce intra-européen en 2020 représentait 7,8 millions de tonnes pour 21 milliards d'euros. Véritablement, ce qui est au cœur du commerce européen, ce sont les échanges de viande et notamment de pièces de découpe qui représentent à peu près 67% des volumes et la moitié en valeur de l'export. Et ces échanges de pièces de découpe peuvent se faire entre différents acteurs, entre des abatteurs découpeurs et d'autres découpeurs, entre des abatteurs découpeurs et des transformateurs, ou encore directement on assiste à des échanges de pièces élaborées et destinées directement à la consommation. Quand on regarde la courbe en bleu, on se rend compte que ces échanges ont amorcé un important mouvement de croissance jusqu'en 2013 et par contre, ces 10 dernières années, on observe plutôt une stabilité des échanges. Dans ces pièces de découpe, on va retrouver les carcasses de porc, les pièces désossées et les pièces avec os. A l'inverse, pour la catégorie des produits transformés, qui représente tout de même 21% des volumes échangés, là on se rend compte qu'il y a véritablement une croissance continue des échanges. Les produits transformés sont principalement constitués donc de viande salée séchée fumée, de saucisses et de préparation. Et enfin, on va retrouver le commerce des lards, des graisses et des abats, donc des coproduits, qui là pour le coup, si on regarde les courbes en jaune et grise, on se rend compte qu'il n'y a pas de véritable croissance pour ces produits-là. Le commerce, il est faible à l'échelle européenne et les débouchés sont plutôt trouvés sur les marchés tiers et en particulier sur les marchés asiatiques. Et ces marchés asiatiques permettent une valorisation de ces produits peu demandés en Europe.
Donc à présent, on va s'attacher à caractériser les acteurs du commerce intra-européen. Donc du côté des exportateurs, on se rend compte que depuis plusieurs années, certains pays se sont démarqués. On le voit très bien avec l'Allemagne. Et ces pays qui se sont démarqués, ce sont souvent des pays excédentaires et où le dynamisme de l'export stimule leur production. Donc parmi ces pays, il y a 7 États membres qui vendent à eux seuls 85% des viandes et des coproduits sur le marché intra-européen. Les 3 premiers réalisent à eux seuls plus de la moitié des transactions. Donc ces 7 pays, c'est ceux qui sont affichés sur le graphe. Et on va retrouver l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, suivi des Pays-Bas, du Danemark, de la Pologne et de la France. La concurrence entre ces exportateurs européens est très vive, autant sur la scène intra-européenne que sur la scène internationale à destination des marchés tiers. Donc la compétitivité du maillon de l'export est un réel enjeu pour ces filières puisque elle est gage d'une meilleure valorisation des carcasses. Du côté des importateurs, on se rend compte que là on a un panorama beaucoup plus dispersé. Il faut un peu plus de 16 pays pour atteindre 90% des importations de viande et de coproduits. Historiquement, l'Allemagne figure comme le premier importateur en Europe avec plus d'1 million de tonnes annuelles. Ces volumes étaient plutôt stables au cours du temps, mais ces 2 dernières années, on observe un certain décrochage qui est en lien avec l'intensification de la demande des marchés tiers et donc qui a entraîné un recul des disponibilités européennes. L'Allemagne se place véritablement au cœur du commerce intra-européen depuis de nombreuses années du fait de sa position géographique qui permet aussi à de nombreux flux de transiter de part et d'autre de ses frontières. Sur ces niveaux d'importation, on va également retrouver l'Italie, qui est aussi un marché important pour de nombreux producteurs en Europe. Et à la 3e place du classement, on retrouvera le Royaume-Uni. Alors si on s'intéresse à présent à la valorisation des produits échangés en Europe, l'analyse nous a permis de constater que les prix moyens des pièces étaient soumis à des fluctuations conjoncturelles, mais globalement on observe des évolutions similaires d'une pièce à l'autre. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le temps long, il n'y a pas eu d'amélioration des prix moyens des jambons, des longes et des désossés. On voit bien que les prix moyens sont restés stables ces dernières années. En revanche, il y a une progression notable de la valorisation des pièces destinées à l'industrie de la transformation. Donc ceci, c'est pour les pièces de fabrication, les poitrines, les épaules, les parties avant et les mélanges. Ça correspond à cette tendance de recherche de valeur ajoutée qui passerait par le biais de l'élaboration. À titre d'exemple, la poitrine, le prix moyen de la poitrine est en hausse de 44% entre l'année 2020 et une période moyenne de 2005 à 2007. Les carcasses montrent aussi une augmentation de la valeur, plus 11%, bien que leur commerce contredise la tendance à cette recherche de valeur au travers de l'élaboration. En Europe, il y a un réel problème de disponibilité de la main-d'œuvre dans le secteur de la viande. Et en effet, quand on observe les flux de manière géographique, on se rend compte que les carcasses partent de l'ouest en direction de l'est, là où plus de travailleurs sont présents avec des salaires plus faibles. Alors ce portrait avec les grandes tendances que nous venons de dresser a récemment été perturbé par des événements majeurs, notamment la Covid-19, qui là a perturbé l'ensemble des débouchés, notamment avec la fermeture de la RHD. Ça a aussi perturbé les secteurs de la logistique et des industries de la viande, avec des difficultés de disponibilité de main-d'œuvre. Les impacts ont été hétérogènes selon les entreprises, les approvisionnements et les débouchés, mais on a réellement pu constater un recentrage sur les filières nationales avec un repli des échanges de 6% qui concerne principalement les viandes. Autre événement majeur, c'est l'arrivée de l'AFP en Allemagne, qui a entraîné une fermeture quasi immédiate de nombreux marchés asiatiques. Donc le résultat de ça, ça a été une hausse des disponibilités intérieures sur le marché allemand et donc sur le marché européen. Ça a donné lieu à un changement de nature des flux. Les flux d'import et d'export de l'Allemagne ont véritablement été modifiés et ça concerne aussi la typologie des produits échangés puisque de nombreux
produits ne trouvaient plus de débouchés sur les marchés tiers. Et enfin, un autre grand événement qui perturbe potentiellement de manière durable les grandes tendances, c'est le Brexit. Le Royaume-Uni, c'est un débouché à forte valeur pour les marchés européens, puisque le Royaume-Uni importe beaucoup de produits transformés et qui pourront potentiellement être substituables par des origines non européennes, le Canada, les États-Unis par exemple. Il y a un maintien du libre-échange qui a été négocié, mais on constate quand même un impact fort sur la fluidité du commerce entre du coup maintenant la zone de l'UE 27 et le Royaume-Uni. Pour conclure, on retiendra que les dynamiques et les tendances des échanges intra-européens ont récemment été perturbées par l'arrivée de deux crises sanitaires, l'AFPA et la Covid-19, et ces crises ont créé des déséquilibres d'une telle intensité qu'elles pourraient entraîner des changements structurels durables sur le secteur des flux intra-européens. Néanmoins, le commerce intra-européen reste indispensable pour une meilleure valorisation des carcasses de porc. Et malgré la multiplication des accords entre entreprises, le marché de la viande reste fortement dominé par le principe d'offre et de demande. Les flux de produits ne sont donc pas fixes, tout comme leurs prix, et dans ce paysage changeant, les entreprises sont sans cesse à la recherche de la meilleure valorisation de la carcasse, et c'est ce qu'a pu nous démontrer l'analyse de la valeur des prix des pièces de fabrication. Merci de votre attention.